Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. C'est cette session du vendredi qu'on adore, qu'on aime beaucoup. Absolument. Non pas parce qu'on va vous quitter, mais parce qu'il s'est passé tellement de choses pendant la semaine avec les vraies voix qu'on a une antériorité. En tout cas, les vraies voix, on est ensemble jusqu'à 19h ce soir avec Philippe David. Ça va, Philippe? Ça va très bien, et vous? Ouais, très très bien. On est très content de retrouver en tout cas nos Apollons du soir, parce que ce soir, c'est les Apollons. Ah oui, 3 pardon. Apollons et ce qu'on appelle une crêpe complète. C'est-à-dire c'est l'esprit, le corps et la drôlerie. Ah bah pour moi, la crêpe complète, c'était jambon, fromage, œuf. Oui. Et j'ai une sorte de fringale. Je ne sais pas pourquoi, mais tout à l'heure, on m'a montré quelque chose et on l'a enlevé. Oui, on vous a montré quelque chose. C'est l'enfant Philippe qui parle. Voilà. On m'a pris mon jouet. Vous avez remarqué que les hommes ont deux cerveaux. C'est leur ventre et leur... voilà. Et leur Vous savez, tête. non, le reste. On va Allez, expliquer. vous avez bien compris ce que je voulais dire. On a 3. Mais je tairai le 3. Allez, on vous souhaite la bienvenue, en tout cas à 0826 300 300 si vous voulez bien entendu commenter l'actualité avec nos vraies voix aujourd'hui. Au sommaire de cette émission, on va revenir sur ce qu'a déclaré Laurent Berger. Il demande de calmer le jeu à Emmanuel Macron et de mettre peut-être une pause sur la réforme des retraites. 5 jours après ce recours au 49.3 du gouvernement, les syndicats sont toujours en première ligne de la contestation contre cette réforme. Et ce matin, Laurent Berger, le patron de la CFDT, a appelé à l'apaisement et incite à un temps d'écoute et la mise sur pause de cette réforme des retraites. La CFTC a réagi en même temps et du même avis, Philippe. Oui, Cécile, puisque le président de la CFTC, Cyril Chabani, estime, je cite, qu'un compromis pourrait être trouvé avec le gouvernement si ce dernier accepte d'être ouvert à d'autres solutions que simplement le report de l'âge légal. L'idée d'un médiateur approuvé par la CFTC est approuvée par la CFTC, pour tenter de sortir de la crise de la réforme des retraites. Alors vous, est-ce que vous pensez qu'il faut, vous me passerez l'expression, mettre le pied sur le ballon, vu la tension qui monte un peu partout en France? Est-ce que vous pensez qu'un médiateur, ça peut être une bonne chose? Ou est-ce que vous pensez le contraire? Le Parlement a voté, si le Conseil constitutionnel valide, on valide. Venez nous le dire au 0826 300 300. Et si, pour calmer le jeu, qu'en pensez-vous? Vous dites oui, 87%. Violence, on reviendra sur ces violences de manifestation. Les casseurs sont-ils incontrôlables? C'est le coup de projecteur à 18h30. Suite à cette 9e journée de mobilisation, Gérald Darmanin a fait un état des lieux ce matin avec 457 interpellations et 441 policiers et gendarmes blessés. Plus de 900 feux ont été éteints à Paris. Le ministre de l'Intérieur a pointé la responsabilité de ces casseurs, Philippe. Oui, Cécile, et selon Gérald Darmanin, ils étaient à peu près 1500 dans le cortège parisien à avoir attaqué les forces de l'ordre au cri de au cocktail Molotov, au pavé, aux barres de fer et à crier des slogans anti-police. Le ministre de l'Intérieur rappelle toutefois que la quasi-intégralité des manifestants ont protesté hier pacifiquement. Alors est-ce que pour vous, vous pensez que c'est incontrôlable, les casseurs, les black blocs, etc. Ou est-ce que vous pensez que peut-être qu'on laisse un peu faire pour laisser pourrir la situation? Comme le disait Françoise de Gois hier, venez nous le dire au 0826 300 300. Et c'est assez mitigé. Les casseurs sont-ils incontrôlables? Vous dites non, 55%. Donc venez nous en parler, on vous attend au standard et on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et Philippe Bilger, comme tous les jours, est toujours sur le pont. Il est là, il lit la presse, il regarde. Question, oui, mon petit chat. Il a parlé de pied sur le ballon. Il confond avec France-Pays-Bas. Ouais. Déjà, il va pas bien. Ou Thomas Porte, on ne sait pas. Ah, mais heureusement. Heureusement. Alors, ma chère Cécile, là, vous êtes trop dur. J'espère que c'est la portée étroite parce que... Pas mal. Et il est connu, vu du ciel, René Chiche. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je suis un peu une étoile qui brille dans le firmament. Quand la station orbitale est arrivée, ils ont dit la première personne de la Terre sur laquelle on est fixé l'objectif, c'était René Chiche. Et juste derrière moi, Thomas Pesquet. Derrière moi, Thomas Pesquet. C'est ça. On ne sait pas qui est Thomas Pesquet, autant René Chiche, on sait qui c'est. Exactement, bien sûr. Voilà, très peu de gens savent qui connaissent Thomas Pesquet. Un grand bien sûr. patron des rédactions du groupe. Un très grand, s'il vous plaît. Un très très grand. Oui, mais il faut que ça monte crescendo. Sinon, En fait, chaque semaine, il y a quelqu'un qui prend la posture du... Non, c'est toujours lui. C'est toujours moi. J'ai souvenir quand même les semaines précédentes qu'il y avait un tour une sorte de jeu de rôle entre vous tous là. Oui. J'ai l'impression que Pierre Martin a des velléités putschistes. Je sais pas. C'est l'époque qui veut ça. La seule différence avec René, on sait que c'est pas vrai.
Pierre-Yves Martin est avec nous. Bonsoir Pierre-Yves. Bonsoir. Alors il faut qu'on vous rajoute quelque chose, parce que ça c'est Pierre-Yves Martin, consultant. Bah, c'est pas assez. Grand consultant. Grand Ça vous consultant. va ou pas? Très bien. Voilà. Grand Manitou de la consultation. Voilà. Ouais, c'est beau. C'est beau. Non, j'accompagne des entreprises, petites et grands groupes, sur des sujets de comment l'entreprise doit-elle se transformer, s'adapter dans sa relation au travail, dans sa performance, dans sa vision stratégique, dans sa capacité à gérer les femmes et les hommes qui composent ces entités. Parce qu'en fait, une entreprise, c'est comme un être vivant, ça bouge. Et dès que l'entreprise perçoit de son environnement, de son marché, des ondes, des signaux, elle va réagir d'une façon ou d'une autre. Et donc, du coup, il faut essayer de canaliser tout ça. Comme c'est bien dit. Eh ben, c'est bien dit, et c'est certainement très intéressant, puisque et ici on adore les entreprises. Notre ami Christophe, qui est au 0826 300 300, qui est notre 4e voix, mais l'auditeur de Lyon. Bonsoir Christophe. Bonsoir Christophe. Bonsoir à tous. Bon, comment ça va Christophe? Ça va comme tout le monde, pas très bien, mais... Oh non, bah, qu'est-ce qu'il y a? On garde tout le va moral. bien pourtant, il se passe des trucs. On n'est pas au courant. Il se passe quelques trucs, ouais, dans notre pays, on dirait en ce moment, oui. Vous nous appelez de Lyon, vous faites quoi dans la vie Christophe? Dans la région lyonnaise, oui, j'ai un restaurant. C'est bien ça. Vous pouvez réserver 7 places pour 21h30, le temps de prendre le TGV. Vous êtes notre nouveau meilleur ami. Merci beaucoup Christophe. C'est quoi comme restaurant? C'est un restaurant de lyonnaiserie, donc c'est un petit bouchon qui, sans prétention, mais dans lequel on propose des plats... j'allais dire emblématique de la région et surtout authentique. Oh là là, vous nous faites rêver. On peut venir ou pas? Allez, allez Christophe. Entre quelques bouchées, on va penser un peu. En tout cas, Christophe, aujourd'hui, vous allez pouvoir intervenir et vous allez pouvoir commenter l'actu avec nous, avec Philippe Bilger, avec Pierre-Yves Martin et avec René Chiche, bien entendu. Vous allez pouvoir jouer au Kikadi aussi, parce que maintenant, c'est pas même plus le quiz de l'actu, c'est le Kikadi. Alors là, on va changer le truc. Et on est ravis de vous accueillir dans les vrais voix. En attendant, tout de suite, c'est le son du jour, puisque la disparition, vous le savez. Oui, de Marion Gamme, qui nous a quittés à 84 ans. On écoute on voulait lui rendre hommage. On voulait lui rendre hommage, pas de chance aujourd'hui, une scène de ménage. Fous-moi la paix, occupe-toi de tes oignons. Je suis majeur et vacciné. Hein. Bah tiens, en parlant de ça, toi tu ferais bien d'aller voir un psy. Un psy, il dit tout de suite que je suis dingue, pauvre folle. Il faut bien que tu parles de ton problème d'alcool à quelqu'un. Problème d'alcool? J'ai pas de problème d'alcool. Je bois que du jus d'orange. Bah justement, c'est bien ça le problème. Hein, t'es à la retraite, t'as pas de passion, même pas la pêche. T'es marié avec une bonne femme qui t'emmerde depuis 40 ans. Hein, tu me sautes tous les 36 du mois. Raymond, pourquoi tu bois pas? Oh nom de Dieu. Magnifique, non? Raymond, pourquoi tu bois pas? Voilà, Marion C'était une Gamme. actrice très sympa, populaire, un peu dans l'esprit, toutes ces actrices comme un peu Rosie Vart, Elle avait toujours fait au théâtre ce soir. Voilà, exactement. Et qui est autodérision. Oui, absolument. Génial. Et elle était jolie. Hein. Elle était jolie. Très jolie, Je très crois que c'était jolie. une ex de Jacques Martin, non? Oui. Il me semble. Oui. C'est une ex-compagne de Jacques Martin aussi. Absolument. Il y en a quelques-unes. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Il a eu toute la gamme. Hein. Ouais. J'ai fait la même réflexion tout à l'heure. Ah bon Désolé. Moi non. Moi, je vous le dis tout de suite, moi non. Restez avec nous tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et un réquisitoire particulièrement intelligent, puisqu'il veut parler il est contre l'intelligence qui n'a pas d'intelligence politique ni d'empathie. Et pour vous, le président en est l'emblème aujourd'hui. Oui, et je vais pouvoir parler d'autant plus librement que notre amie Françoise de Gaulle n'est pas là. Elle ne me reprochera pas de dire un tout petit peu de bien d'Emmanuel Macron. À moins d'être de mauvaise foi, on ne peut pas dénier son intelligence. Hein. Je dis bien son intelligence, mais je suis frappé, Cécile Philippe, du fait que depuis mercredi, il a montré qu'il n'avait aucune intelligence politique parce qu'il n'a pas d'empathie humaine et il n'a pas d'intelligence politique. Je veux dire par là que l'intelligence qui a une capacité de réfléchir sur les concepts ne donne pas forcément l'habilité que doit avoir le politique pour répondre à des défis, à des effervescences et à un sentiment populaire majoritaire. On en reparlera ou je dois continuer là-dessus? Allez-y. Ça veut dire qu'il n'est pas capable de rebond, c'est ça? Je voulais dire, je fais une toute petite plaidoirie après cette réquisition.
Manifestement, il a changé un petit peu, puisque à Bruxelles, il a immédiatement dit qu'il allait rencontrer l'intersyndicale puisqu'elle le désire, et c'est nouveau chez lui, puisque il répond immédiatement à la pression au lieu d'attendre très longtemps pour les faire lanterner. Donc il y a un petit changement, donc un peu d'intelligence politique. Est-ce que ça aurait pas été intelligent de réagir plus vite aux demandes de l'intersyndicale, René Chiche? Non, parce que connaissant un petit peu le personnage Macron, il était un petit peu contraint de rester sur ses positions, pas avec cette réforme qui est un petit peu la réforme de son second mandat. Alors effectivement, je suis d'accord par contre avec Philippe Bilger, c'est vrai que là, il commence un petit peu à bouger au niveau de son rapport. A-t-il vraiment le choix? Voilà, mais c'est exactement ce que je pensais. Le problème, c'est jusqu'où bougera-t-il? Ça, pour l'instant, peut-être qu'on en débattra tout à l'heure, mais jusqu'où bougera-t-il? Ouais, ce pourrissement dont on parlait de la France insoumise, Pierre-Yves Martin, il était temps que ça s'arrête justement. Mais j'ai pas l'impression que répondre à une sollicitation de l'intersyndicale pour commencer une discussion, je vois pas ça comme une vraie révolution et un vrai changement. C'est une ouverture. Moi, je pense pas, mais je suis un peu atterré par la posture d'immobilisme et d'enfermement, j'en parlerai tout à l'heure, du président vis-à-vis des mouvements de la société. Et je comprends pas non plus qu'il faille forcément associer le sujet de l'intelligence au président de la République. Je dirais juste, parce que pour moi, l'intelligence, c'est la capacité à s'adapter. Bon, je vous laisse après conclure, mais en fait, le sujet... Peut-être la différence entre intelligence et intellect. Un intellectuel, c'est une machine à apprendre. Un intelligence, quelqu'un qui sait s'adapter aux situations. Arrêtez de faire votre autoportrait. Et pour finir, Philippe, l'autre élément, c'est juste le bon sens, en fait. En fait, depuis le début, il n'y a pas eu une once de bon sens dans la manière de communiquer, de partager, de négocier, de discuter. Rien. Et maintenant, on en arrive à une situation de super blocage. Et ben justement, on va en parler dans quelques instants avec cette question. Pour calmer le jeu, Macron doit-il mettre en pause cette réforme des retraites? C'est ce que vous demandez à 87%. D'autres estiment que c'est trop tard et qu'ils vont continuer quoi qu'il arrive. On sent qu'il y a des tensions qui vont continuer à s'opérer avec de nouvelles manifestations et de nouveaux blocages qui sont prévus pour les jours prochains. Vous en êtes où, vous, dans vos têtes? 0826 300 300, on a envie de vous entendre sur cette question. On revient dans un instant et on est ensemble jusqu'à 19h. Ça, c'est une bonne nouvelle parmi tout ça. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci de nous écouter tous les jours. On vous remercie jamais suffisamment de votre fidélité. Les vraies voix, tous les jours de 17h à 19h, avec Philippe Bilger, qui est bien entendu ce qu'on appelle statutaire. Il est là tout le temps. Et mais je suis très bien. Finalement, je m'habitue. On m'a pas encore dit pousse-toi de là que je m'y mette. Mais en fait, vous dormez ici, non? Non, je dors pas ici. Non, je risquerais de vous rencontrer. Je crois qu'il a une vie. Il a une vie. On a des photos. Ce qui est assez dingue, mais il a une vie. Mais mon Dieu, si Cécile un jour s'égarait. On ne sait jamais, sur un malentendu. Ses yeux brillent en tout cas. Quand il évoque cette... Écoutez, je le note. Qu'on ne le perde pas de vue. J'ai l'impression. Pierre-Yves Martin est avec nous, notre vraie voix consultant. Ça va, Pierre-Yves? Vous êtes content d'être très bien, super, toujours content d'être avec vous. Bon, c'est gentil. Et René Chiche, notre René. Ah, moi je suis mon ami René. Bah oui, c'est ça. Nous sommes très très amis. Ah oui, très amis. Ça commence un petit peu à se rapprocher. 5-6 minutes, ça cartonne. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que ça va être dans 10 minutes? N'en faites pas trop, Cécile, tout de même à l'égard de cet homme. Jaloux. Vous êtes jaloux, monsieur? Absolument. Mais bien sûr. Allez, bienvenue les amis. C'est tout de suite Félix Mathieu avec 3 mots dans l'actu. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et on va revenir sur ces 3 mots dans l'actu, c'est report, invitation et crétin. Report de la visite d'État de Charles III en France, des manifs, des poubelles et un roi, ça ne semble pas faire bon ménage selon l'Élysée. L'invitation d'Emmanuel Macron au syndicat, sa porte est finalement ouverte pour parler de presque tout sauf de retraite. Et puis quelques crétins selon Laurent Berger, le chef de la CFDT, ne veut pas que les millions de manifestants d'hier soient assimilés aux casseurs. Les vraies voix Sud Radio. Eh oui, ça devait être la première visite de Charles III à l'étranger en tant que roi.
Mais patatras, pas de carrosse au milieu des tas de poubelles, pas de fumigène pour troubler l'entente cordiale. Après un coup de fil de l'Elysée ce matin, la présidence française et la couronne britannique sont tombés d'accord pour reporter la visite d'État de Charles III prévue à partir de dimanche. Emmanuel Macron a justifié cette décision tout à l'heure à Bruxelles en marge du Conseil européen. Je pense que nous ne serions pas sérieux et nous manquerions d'un certain bon sens à proposer à Sa Majesté le Roi et à la Reine Consort de venir faire une visite d'État au milieu des manifestations. À partir du moment où hier soir, l'intersyndicale a annoncé une nouvelle journée de mobilisation mardi et que la visite du roi était prévue de lundi à mercredi, j'ai pris l'initiative ce matin de l'appeler et de lui dire quelle était la situation. À partir du moment où il y avait cette journée qui avait été décidée, le bon sens et l'amitié nous conduisent à proposer un report. Ce qui eût été détestable pour le peuple britannique comme pour nous-mêmes, c'est au contraire que nous essayons de maintenir comme si de rien n'était, avec des incidents à la clé. Emmanuel Macron qui espère pouvoir reporter au début de l'été cette visite royale en France. Charles III devait se rendre à un dîner à Versailles, s'exprimer devant les sénateurs, les députés, mais aussi se rendre à Bordeaux. Une réaction, Philippe C'est Ligère, vraiment la reine consort, en réalité, puisqu'on la fait pas venir. Non, c'était bien, c'était bien. Mais en réalité, au-delà des poubelles et de Paris, il est évident, j'imagine, le feu qui serait né, qui serait amplifié en voyant le somptuaire de Versailles confronté à ce que le peuple vit de misère, tragédie et d'incommodité. Pardon, je vois René qui hoche la tête, donc je sais que j'ai raison. Je ne vais pas développer là-dessus parce qu'on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Oui. Voilà. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est dommage que des poubelles et quelques rats empêchent Charles et Camilla de venir à Paris pour une visite officielle, une visite d'État qui, je trouve, avait son importance. Et en dépit du contexte actuel. Eh ben on en parlera un petit mot, Pierre-Yves. Martin. Rapide. Non, en fait, j'ai strictement. Pour moi, c'est un non-sujet, en fait, parce que je ne vois pas bien ce que vient faire une visite d'État en ce moment. Je vois pas quels sont les intérêts, les espoirs, les prochaines échéances. Je comprends pas. On développera tout à l'heure. Emmanuel Macron qui a aussi répondu aux syndicats depuis Bruxelles, Félix. Oui, vu l'ampleur de la mobilisation d'hier, plusieurs syndicats lui demandent de temporiser, de mettre en pause cette réforme des retraites pendant 6 mois. Et Emmanuel Macron leur a répondu, c'est non, la réforme doit s'appliquer selon le chef de l'État, mais la nouveauté, c'est qu'après avoir refusé de les recevoir ces dernières semaines, désormais le chef de l'État ouvre sa porte aux syndicats, mais pas pour parler retraite. J'ai moi-même mercredi indiqué notre disponibilité à avancer sur des sujets comme l'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions, l'évolution des carrières, les conditions de travail, les rémunérations dans certaines branches. Et donc je suis totalement disponible, ainsi que le gouvernement, pour avancer tout de suite sur ces sujets. Et donc je suis à la disposition de l'intersyndicale si elle souhaite venir me rencontrer pour avancer sur tous ces sujets. Pour le reste, et la réforme des retraites, elle est devant le Conseil constitutionnel et il est évident que nous attendrons la décision du Conseil constitutionnel. 3 millions de personnes dans les rues hier selon les syndicats, un peu plus d'1 million selon le ministère de l'Intérieur, grosse affluence et des débordements. Si elle a le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a dit son inquiétude ce matin chez nos confrères de RTL. Hier, il y avait, selon les chiffres que nous on a recensé, il y avait 2,3 millions de personnes dans la rue, dans des endroits totalement improbables. Il y avait des milliers de personnes. Donc, si la demande était, est-ce que vous sifflez la fin de partie parce qu'il y a des crétins et des violents qui ont mis le feu à la mairie de Bordeaux, etc. On va pas. C'est pas nous qui sommes responsables. Mais bien sûr qu'on a tous peur que ça dégénère. Et donc, maintenant, si on veut trouver la porte de sortie, il est encore temps de la trouver. Et là, ça dépend un peu quand même, plus qu'un peu d'ailleurs, du gouvernement ou du chef de l'État. Concernant les accusations de violences policières, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, annonce l'ouverture depuis une semaine de 11 enquêtes judiciaires confiées à l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. En tout cas, on reparle de tout ça dans quelques minutes avec Pascale Coton, vice-présidente de la CFTC, invitée des Vraies Voix. Vous restez avec nous, 0826 300 300, on va revenir sur réagir. Oui, vous pouvez réagir rapidement. C'est vrai, et Gérald Darmanin a dit que l'extrême gauche tuait la République. Alors pourquoi le pouvoir a-t-il été si complaisant avec l'extrême gauche pendant des années, comme si en réalité il n'existait que les identitaires qui sont beaucoup plus faciles à fustiger et à sanctionner que l'extrême gauche. C'est pas étonnant qu'elle se croie tout permis.
Un mot. Oui, non, c'est vrai ce que dit Laurent Berger. Il ne faut pas confondre les manifestants qui manifestent paisiblement et quelques casseurs, comme on le voit. Mais c'est ce que je disais la semaine dernière à Benjamin Hamar, que les manifestations traditionnelles seront relayées et débordées à la fin par des casseurs, des extrémistes ou des black blocs. Et c'est ce qui se passe. Pierre-Yves Martin, juste un petit mot avant que... En fait, c'est pas pareil, quoi. Je trouve que soit on est complètement débile, soit il y a un vrai problème dans notre société, parce que pour qu'on n'arrive pas à faire cette distinction entre manifestants et casseurs, je trouve qu'on manque. Enfin, on en reparlera tout à l'heure, mais tu as des manifestants, tu as des casseurs au sein des manifestants, et tu as des black blocs masqués. Voilà. Oui. En tout cas, le patron de la CFDT, Laurent Berger, a appelé à l'apaisement avant qu'il y ait un drame, selon lui, et il propose de mettre cette réforme en pause pendant 6 mois. Alors sur notre compte Twitter, on vous demande ce que vous en pensez. Vous dites oui à 87%, sauf que vous nous dites c'est pas mettre en pause qu'il doit, c'est carrément la retirer. Donc il y a vraiment 2 écoles. Vous nous appelez, on a envie de savoir de quel côté vous êtes. Est-ce qu'il faut le repenser, est-ce qu'il faut revoter, réfléchir ou carrément l'enlever? 0826 300 300. On vous attend au standard. On revient dans quelques instants, on fait une petite pause, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, merci d'être avec nous tous les jours de 17h à 19h. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, de commenter l'actualité avec vous. Une actualité qui forcément vous concerne vraiment. On va en revenir dans quelques instants. Philippe Bilger est avec nous. René Chiche, directeur de rédaction du groupe Entreprendre La Fond Presse. Vous avez vu, GTSOP cette fois-ci est avec nous. Et Pierre-Yves Martin, consultant auprès de l'entreprise, est avec nous aussi. 0826 300 300. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Et au lendemain d'une journée jingle. Ils sont des milliers de Français à manifester ce jeudi malgré la détermination d'Emmanuel Macron. C'est absolument révoltant ce que le gouvernement essaie de faire passer, comment il nous traite, comment il traite la rue et comment il traite les gens. L'intervention télévisée d'Emmanuel Macron n'a pas plu du tout aux Français. On ira jusqu'au bout pour le retrait parce qu'aujourd'hui c'est pas juste la réforme des retraites, c'est un ras-le-bol généralisé. Je propose pour apaiser les choses qu'il fait effectivement il y ait un temps d'écoute, un temps de dialogue et qu'on mette sur pause sur la réforme des retraites. Ça n'est pas normal qu'on en soit arrivé à un point où il n'y a plus de dialogue social et où il n'y a plus de dialogue entre le président et les syndicats. Mercredi, vous nous avez parlé d'usure au travail, vous nous avez parlé d'emploi des seniors, vous nous avez parlé d'aménagement des fins de carrière. Normalement, tous ces sujets-là, ça devrait être dans la réforme des retraites. Donc on a mis la charrue avant les bœufs, tout le monde le sait. Et donc au lendemain d'une journée de mobilisation contre la réforme des retraites marquée par de montée de la violence, le patron de la CFDT, Laurent Berger, a appelé ce matin à l'apaisement avant qu'il y ait un drame. Selon lui, il propose de mettre une pause à la réforme des retraites pendant 6 mois, une option qui est largement partagée par la CFDT. On en parlera dans quelques instants. Oui, en effet, le président de la CFTC, Cyril Chabagnier, estime, je cite, qu'un compromis pourrait être trouvé avec le gouvernement si ce dernier accepte d'être ouvert à d'autres solutions que simplement le report de l'âge légal. L'idée d'un médiateur est approuvée par la CFTC pour tenter de sortir de la crise de la réforme des retraites. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un médiateur c'est bien, comme le demande la CFTC? Est-ce que pour vous, le Parlement a voté, fût-ce au 49.3, il faut qu'Emmanuel Macron promulgue la loi après validation par le Conseil constitutionnel? Dans les 2 cas de figure, dans tous les cas de figure, un seul numéro, le 0826 300 300. Et justement, notre invité est avec nous, Pascal Coton. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. En direct sur Sud Radio, vous êtes vice-présidente de la CFTC. Philippe Bilger, l'appel au calme de Laurent Berger peut conduire à quelque chose ou une issue favorable? Sûrement, en tout cas je l'espère. Ce qui me frappe, c'est que même si le président de la République a une haute opinion de lui-même et qu'il ne change pas volontiers son opinion, l'interview qu'il a donnée à Bruxelles me semble refléter une double prise de conscience. La première, c'est qu'implicitement, il admettait que son intervention de mercredi n'avait eu aucun effet bénéfique. Il ne pouvait pas ne pas le comprendre. Le deuxième élément, c'est le fait que, après avoir traité avec une sorte de condescendance l'intersyndicale, en considérant qu'il n'avait pas à la recevoir à l'époque, là, il dit « mais je suis tout prêt à la recevoir », alors que d'habitude, il met un temps fou pour accepter l'enseignement que lui donne le réel. Donc, sur ce plan-là, en dehors du médiateur, bien sûr, j'ai bon espoir
croire que les échanges qui pourront avoir lieu auront quelques effets positifs. Pierre-Yves Martin, il n'est pas rancunier finalement, Laurent Berger. Ouais, enfin, je pense qu'il essaye de créer une nouvelle dynamique, un nouveau rythme, parce que ça commence à s'enliser un peu dans un mouvement dont on perd la maîtrise. Donc c'est plutôt intelligent d'avoir voulu redonner un petit coup de boost. Maintenant, notre président les accueille visiblement avec grand plaisir, mais sur des sujets qui n'ont rien à voir avec la réforme. Donc du coup, c'est un peu étonnant. René Chiche, pour rebondir sur ce qu'a dit Philippe Bilger, les propos de Bruxelles, recevoir les syndicalistes, mais pas pour parler des retraites. Déjà, un président de la République ne doit pas parler d'affaires de politique intérieure depuis l'étranger, premier point. Et deuxième point, je pense qu'ils n'ont pas tellement envie, les syndicalistes, de parler de la Coupe du Monde de rugby ou du match France-Pays-Bas de ce soir. Oui, c'est évident que les responsables des différents syndicats vont évidemment parler de cette réforme des retraites lorsqu'ils sont reçus. Je ne vois pas ne pas évoquer ce sujet. Moi, je pense néanmoins que Emmanuel Macron va peut-être encore un petit peu temporiser, va attendre ce qui va se passer le 28 mars, en fonction des événements de cette manifestation, du nombre de gens qui seront dans la rue. Est-ce qu'il y aura encore des violences ? Je pense quand même que le sujet de la violence durant ces manifestations commence un peu à lui faire peur, et je pense que peu à peu, c'est ça qui va peut-être le faire un peu bouger. Et personnellement, moi, je suis favorable à une pause. Oui, pourtant, je dis plutôt pro-Macron, mais je pense que vu le contexte actuel, il devrait faire une pause et organiser effectivement une grande conférence sur la retraite, les salaires, le travail, l'usure, enfin englober tout ça, ce qui n'a pas été vraiment fait jusqu'à présent. Pascal Coton, vice-présidente de la CFTC, 87% des auditeurs de Sud Radio sur Twitter disent que, comme le demande la CFTC, Macron doit mettre une pause à la réforme des retraites. Est-ce qu'il a le choix ? Ou la retirer carrément. Est-ce qu'il a le choix, vu la situation dans les rues et dans l'opinion publique ? D'abord, je pense qu'il n'a pas le choix, mais je pense qu'il aurait dû faire ça depuis plus longtemps. Il est obligé de regarder sa télévision et de voir ce qui se passe dans Paris, dans les grandes villes. Il n'entend pas des organisations syndicales qui ne se sont jamais autant alliées ensemble pour faire une fronde pour notre pays. On n'est pas là à l'intersyndicale pour casser le gouvernement. On est là pour protéger notre pays, pour faire des propositions, pour montrer que nous sommes constructifs. Il est quand même dommage d'attendre d'avoir vu ces images déplorables que nous condamnons, nous, CFTC, pour être dans un pays étranger, pour dire peut-être que la porte est ouverte, peut-être qu'on va vous recevoir, mais peut-être que ça ne sera pas entièrement sur le sujet des retraites. Et ça n'est pas normal. S'il nous reçoit, c'est sur le sujet des retraites. Et peut-être, comme vous l'avez dit, il attend ce qui va se passer mardi. Il ne devrait pas attendre trop longtemps, parce que nous, on a écrit au Conseil constitutionnel, on veut peser dans le débat, et on va faire un document de chaque organisation syndicale pour montrer qu'il y a des choses qui n'ont pas été respectées dans la loi retraite. Vous vous rendez compte que le projet de loi de financement de sécurité sociale, c'est un projet budgétaire. On y met une loi aussi importante que la retraite, mais c'est pratiquement interdit. Comment ça se fait qu'on en est arrivé sur ce sujet-là ? Sur un projet de loi budgétaire, on va parler de gens qui vont travailler plus longtemps, on va parler de petites retraites, de gens qui ont commencé à travailler à 16 ans, mais d'où ça a pu être possible ce genre de choses. Dans un projet de loi de financement de sécurité sociale budgétaire, un président de la République qui est à côté ne se rend pas compte que 95% des citoyens ne veulent pas de cette retraite, manifestent dans la rue 2 fois par semaine, font des grèves malgré les difficultés financières qu'il y a sur chaque budget, des organisations syndicales qui ne se sont jamais aussi bien entendues sur un sujet aussi important, une Assemblée nationale qui ne vote pas une loi, un Sénat qui vote, mais bon, un petit peu beaucoup tiré par les cheveux, mollement, et on en arrive par un 49-3, mais d'où on peut se permettre de dire... Qui passe à 9 voix. Et qui passe à 9 voix près, effectivement, et c'est de dire, bon voilà, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait quelques flammes dans Paris et puis dans d'autres villes, malheureusement, avec des accidentés du côté de la police et du côté des manifestants, et bien c'est maintenant que je dis, ma porte est ouverte, mais on va peut-être parler de différents sujets avant, et ça, il va falloir qu'on ait la véritable définition de ce qu'il veut mettre dans son débat. En tout cas, on voit que les syndicats font encore un pas en avant, une main tendue. Cyril Chabagnier, qui est votre président aujourd'hui, parle encore de compromis possibles, de trouver de l'argent ensemble, de savoir comment... Alors, on enlève l'âge légal de la retraite, mais on sent vraiment qu'il y a une envie d'aller vers le gouvernement. Mais le problème, c'est que l'envie, elle y est depuis le premier jour. Je suis négociatrice. Je suis allée 20 fois, 30 fois dans le bureau de M. Dussopt. Pareil pour la Première ministre avec M. Chabagnier et d'autres techniciens. Pour
pour dire il n'est pas obligé que nous travaillons tous 2 ans de plus, notamment pour ceux qui sont en situation de pénibilité. Nous pouvons nous faire des propositions, comme notamment garder les seniors en emploi. Aujourd'hui, il y a tellement de seniors, c'est pratiquement 50% de seniors sont au chômage. Si 15% de ces 50% qui sont au chômage travaillés, on récupérait presque 10 milliards d'euros. Les entreprises qui ont des salariés payés au SMIC ou juste en dessous du SMIC ne payent pas de cotisations. Si aujourd'hui on leur disait vous payez vos cotisations, on récupérait 10 milliards d'euros. Alors qu'il nous manque, allez, on va dire en gros entre 13 et 15 milliards d'euros. C'est ce qu'on appelle la remise Fillon sur le SMIC qui est pratiquement pas chargée. Exactement. Aujourd'hui, tous les ans, on paye 330 milliards d'euros de retraités. Tous les ans, on verse 330 milliards pour des retraités. Et on nous parle de entre 12 et 13 milliards de déficit. Et vous imaginez l'échelle, le bordel qu'il y a par rapport à ce petit chiffre que l'on peut régler, comme je viens de vous le dire, et des propositions, j'en ai bien d'autres. Si vous permettez, Philippe Bilger, parce que ça sonne énormément. 0826 300 300, Christophe est avec nous. Christophe, on vous écoute, une petite... vous vouliez réagir? Oui, puisque d'une part, je crois que cette réforme des retraites, c'est seulement l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, parce qu'il ne faut pas oublier tous les autres sujets. Et nous, en tout cas moi, en tant que commerçant, je suis concerné par bien d'autres problèmes que la réforme des retraites. Deuxièmement, c'est bien d'aller toujours chercher de l'argent dans les entreprises où il n'y en a plus, en tout cas les petites et les moyennes, qui sont étranglées, quasiment massacrées par notamment la hausse des prix des matières premières, l'inflation et le prix de l'électricité dont on ne parle plus tellement et qui fait chuter, c'est une véritable hécatombe. En revanche, on peut trouver 15 milliards assez facilement si Bruno Le Maire arrêtait d'y mettre des obligations indexées sur l'inflation, par exemple. Vous voyez, donc ça, c'est nos dirigeants qui font ça, c'est pas les chefs d'entreprise. Là, oui, on peut trouver de l'argent très facilement. Je suis d'accord avec cette dame, mais pas forcément toujours dans la poche des mêmes. Oui. Bien. Vous restez avec nous, Christophe. Philippe Bilger. Dans le micro. Tout le monde a découvert que le syndicalisme pouvait être une bonne chose en France. L'intersyndical a été loué même par des gens qui, en général, moi le premier, ne raffolent pas du syndicalisme. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'avenir, il peut y avoir un problème entre l'intersyndical qui ne veut que le retrait de cette réforme des retraites et la plupart des manifestants qui ont une envie bien supérieure, qui voudraient au fond faire partir Emmanuel Macron avant l'heure? Est-ce que ça peut être un problème? Pour nous, à l'instant T, ça n'est pas un problème parce qu'on se refuse de faire de la politique politicarde. Aujourd'hui, on a des salariés, des travailleurs qui ne veulent pas travailler plus longtemps pour 1000 raisons. Parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils sont cassés, parce qu'on leur a menti. Parce qu'on leur a menti depuis 2 ou 3 mois, le gouvernement a menti sur cette réforme, notamment sur les petites pensions, et donc n'ont plus confiance. Après et donc ils ne feront pas d'efforts, en fait, c'est ça que vous voulez dire. Exactement. Voilà. Après que les citoyens qui sont dans les manifestations veulent renverser le gouvernement, leur appartiendra ce qu'ils veulent faire en 2027. Et surtout qu'ils aillent voter. C'est déjà la première chose que l'on peut leur dire. Mais nous, on ne veut pas rentrer dans ce débat-là. On ne veut pas rentrer en affrontement de personne à personne. C'est notre mission première, elle est la défense du salarié. Donc il ne faut pas se tromper. On n'est pas là pour faire de la politique politicarde. On ne veut pas rentrer dans ce jeu-là. En tous les cas, nous, CFTC, on ne le fera pas. On était à Lyon avec Christophe, direction Paris. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Jacqueline, oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Vous avez manifesté hier et vous voulez interpeller les vraies voix et Pascal Coton. J'ai fait toute la manifestation d'hier. Je peux dire que tout s'est bien passé jusqu'à l'arrivée à Opéra, où on était un peu bloqués. Là, ça a été un petit peu compliqué. Et ce qui s'est passé après 18h, je n'en sais rien. Alors, bien sûr, il y a eu des poubelles brûlées, ça oui, des panneaux d'affichage cassés, et en dernier lieu, le dernier kiosque à journaux, juste avant Opéra, qui brûlait. Bon, ce qui était très, très inquiétant. Ceci étant, je veux dire que dans la manifestation, les gens n'étaient absolument pas remonter contre, ne demandez pas le départ de Macron, bon, hein, quelques exceptions près, voilà, comme on fait toujours dans les manifs. Mais plutôt la négociation, c'est ça? Le retrait, de toute manière, cette réforme de la retraite est basée sur un malentendu depuis le départ. Ce projet est très mal fait.
et ce qu'on appelle débat n'est absolument pas un débat. Laurent Berger a très bien précisé qu'il était allé à plusieurs reprises, qu'il avait fait des propositions et qu'à chaque fois c'était on vous a entendu, mais on continue à faire comme on veut et à faire mal. Si M. Macron accepte effectivement de remettre à plat ce projet et de le discuter tout à fait loyalement, eh bien les choses vont rentrer dans l'ordre, à l'exception bien sûr de ces quelques casseurs qui, depuis longtemps, attendent n'importe quelle occasion pour en découdre et pour faire avec du bazar. la police. Voilà. Pascal Coton, ce qu'a dit Jacqueline est très intéressant. Quand vous êtes négociatrice depuis le début de la réforme des retraites, est-ce que vous êtes écoutée quand vous allez rencontrer le ministre du Travail? Alors, quand on va est-ce que ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre? Quand on va rencontrer son directeur de cabinet et ses techniciens, nous sommes écoutés. On peut échanger, ça peut durer 2 heures. On peut échanger les chiffrages. C'est quelque chose qui est très constructif. Lorsqu'on fait le cabinet de la Première ministre, c'est exactement la même chose. Quand nous avons rencontré Madame la Première ministre et Monsieur le ministre, ils ont entendu ce que nous disions dans nos propositions. Certaines étaient retenues. Et quelques heures plus tard, elle n'était plus retenue. Je suppose qu'on doit changer de château et que le responsable de l'autre château doit donner ses consignes et automatiquement, c'était du non. Mais nous n'avons jamais rencontré le président de la République sur la réforme des retraites pour pouvoir lui en parler. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une réelle conviction Alors je ne sais pas s'il y a de la conviction ou pas. En tous les cas, c'est très désagréable parce qu'en fait, on essaie de trouver des solutions qui puissent sortir le pays, qui ne soient pas que de la critique vis-à-vis du gouvernement. Et malheureusement, on a une fin de non-recevoir quand on arrive au bout du discours. Celui qui veut, Pierre-Yves Martin, peut-être une réaction ou René Chiche. Moi, je voulais poser une question. Excuse-moi Pierre-Yves. Est-ce que finalement, sans faire de la provocation, est-ce que finalement les violences ne sont pas plus efficaces que vos efforts en tant que négociatrice de la part des syndicats? Finalement, bien sûr, je les condamne comme tout le monde, ces violences. Mais est-ce que finalement, ce ne sont pas ces violences qui font, au bout du compte, fléchir, pour l'instant mollement, mais qui font néanmoins fléchir le pouvoir? Est-ce que ça ne vous sert pas un peu finalement? Alors nous, on s'est appuyé sur les violences du temps des Gilets jaunes en se disant qu'à un moment donné, ils ont pu avoir quelque chose, or que là, nous, avec notre négociation, on n'avait rien. On ne s'était pas attendu à ce que, notamment hier soir, il y ait autant de violence. Nous, on ne s'appuie pas sur ce sujet-là. D'abord parce que ceux qui cassent, ce ne sont pas des manifestants. Et d'ailleurs, les médias disent, les manifestants, non, je suis désolé, j'étais en tête des manifs, j'ai fait toutes les manifs en tête de manifs, ce ne sont pas des manifestants. Je ne dis pas que vous les soutenez, mais indirectement, ça vous sert, puisque finalement, le président est prêt à recevoir l'intersyndical, va peut-être, on ne sait pas, faire une pause, finalement, à cause de quoi? Ça sert pour de mauvaises raisons, en fait. C'est ça. Exactement. Ce qui nous a servi, nous, par contre, c'est le président de la République avec son intervention de 13 heures, que j'ai trouvé inadmissible sur le fait de dire que les syndicats ne trouvaient pas de compromis. C'est-à-dire, c'était insultant vis-à-vis du travail que nous avions fait, et ça a incité à avoir encore plus de citoyens dans les manifestations, et je dis que on a franchi une étape importante puisqu'il est en train de peut-être de fléchir. Donc mardi, il faut absolument que nous soyons des milliers, des millions dans la rue. Donc ce jeudi, j'attends énormément de gens. Mardi, décidément. Donc peut-être on fera 2. Voilà, exactement. Jeudi, je reviendrai vous voir également. Avec plaisir. Donc mardi, il faut qu'on soit vraiment très très nombreux et on le redit dans le calme. De toute façon, on a dès le début de la manifestation, on n'a pas fait 100 mètres que déjà de chaque côté ça commence à brûler. C'est vraiment, comme vous le dites, quelque chose que l'on condamne, que l'on ne peut absolument pas admettre. Eh bien, merci en tout cas d'avoir été. Et nous sommes vendredi. Nous sommes vendredi. Mais à force d'être toujours sur le terrain, je pense que oui, c'est normal que l'on mélange les jours. Nous, on fait pareil. Vous inquiétez pas, tout va bien. Merci beaucoup. Et quand on est militante, on le fait 24 heures sur 24, donc à la limite, les jours n'ont pas d'importance. Merci beaucoup en tout cas, Pascal Coton, d'avoir été avec nous, vice-présidente de la CFTC. On vous rappellera bien entendu pour avoir la suite, parce que forcément, ce sera intéressant. Merci en tout cas de vous être déplacé chez nous. Vous restez là dans quelques instants. Le quiz de l'actu avec des verbatims et très intéressant. Des Kikadi, du Kikadi, du Kikadi. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, on vous souhaite la bienvenue. C'est le moment, le pic, ce
qu'on appelle le pic des vraies voix, où tous les coups sont permis. Philippe et on a Bilger même est avec recruté nous. une syndicaliste. Absolument. Nous avons gardé avec nous Pascal Coton. Merci en tout cas de rester avec nous. Pierre-Yves Martin est avec nous. René Chiche est avec nous. Et notre auditeur Vraie Voix est avec nous. Christophe, vous êtes là ? Oui. Mon cher Christophe, vous allez devoir choisir entre Philippe Bilger, Pierre-Yves Martin ou René Chiche. Ne vous trompez pas, parce que là, c'est... Pour l'affronter. Voilà. Il n'y a aucune erreur à choisir Philippe Bilger. Donc vous êtes contre Philippe Bilger, là? Oui, vous êtes pas... oui. Et vous allez avoir le meilleur d'entre nous. Je croyais que c'était Alain Juppé. Les amis, donc Pascal, vous êtes avec Pierre-Yves et avec René et notre auditeur. Voilà. Allez, on démarre. C'est une question Kikadi. Kikadi, nous sommes le parti de l'ordre. Les Républicains. Non. Non. Darmanin. Non. Non, de l'ordre. Ça n'est pas Éric Ciotti. Non. C'est surprenant. Non. C'est surprenant. C'est Mélenchon alors. Non. Non. C'est Corbière. Non. Hier soir sur France 2. Il est de gauche, mais il est un peu. Il est Ruffin. Oui, bonne réponse. J'ai sauvé l'honneur. Maintenant, je me retire. C'est François Ruffin. Tout le monde a éclaté de rire Vous sur le avez plateau. été adorable. Là, vous nous avez aidés. Qui qu'a dit en parlant des casseurs, ce sont des Black Bourges? Darmanin. Bonne réponse. Christophe a été plus rapide. Dans le casque, il était légèrement plus rapide. Bon, j'accepte. Je suis lévé, mais t'as pas trop le choix, quoi. Donc... C'est effectivement Gérald Darmanin. En général, Cécile est pour moi, donc j'en conclus qu'elle est objective. Question qui a dit Emmanuel Macron refuse d'écouter le cœur battant de la République. Oh, c'est beau. Ça pourrait être Mélenchon. Ça. Non. C'est une femme, non? Non. C'est un homme. C'est un homme. Le cœur battant de la République. C'est du fort? Non. Non. Roussel. Bravo. Oui, bonne réponse. Bravo, Pascal Coton. Effectivement, Fabien Roussel. Et on donne 2 points de plus à notre ami Christophe. 4-2. Question Kikadi. Kikadi, les Républicains sont de moins en moins un parti de gouvernement. Bruno Le Maire? Non. Pas loin. Tout le monde. Darmanin. Darmanin, bonne réponse de Pierre-Yves Martin. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Attention, qui a dit Bardella, Rousseau, Ruffin. Si ça, c'est le nouveau gouvernement qu'on nous promet, point d'interrogation ou point d'exclamation. Aurore Berger? Bonne réponse. Bravo, René. Ça, tu l'avais bien préparé, ça. Celle-là, il est bon. Qui a dit la sécurité sociale et la retraite n'appartiennent pas à l'État, elles appartiennent à ses cotisants, les travailleurs. C'est Mélenchon. Bonne réponse de Philippe Bilger. Dis donc. Allez, dernier qui a dit je condamne autant l'usage du LBD que l'envoi de cocktails Molotov sur nos forces de l'ordre. Darmanin. Non. C'est un centriste, sûrement. Non, Roussel. Bonne réponse. C'est du Fabien Roussel. On en fait une dernière. Ce qui est assez étonnant. Ouais. On en fait une dernière? Oui, une dernière. Allez, une dernière. Qui a dit je préfère vos poubelles à nos tueries de masse? Indice, c'est une actrice américaine. Je vous donne 3 noms. Oui, c'est l'actrice Non, Marcia Cross, Jodie Foster ou Angelina Jolie. Marcia Cross. Bonne réponse de Festival Sérimania. Absolument. Oui, mais il va aller au Festival de Cannes. Ouais, Et j'ai envie de dire, attendez, j'ai envie de dire que c'est une victoire écrasante de Christophe. Bravo. Bravo Vous savez ce que vous avez gagné? Une invitation de toutes les vraies voix dans votre fameux restaurant lyonnais. Il s'appelle comment votre restaurant, au fait? Il s'appelle comment, Christophe, le restaurant? Il s'appelle l'Anna Pacaro. L'Anna Pacaro, on adore. Voilà. Non, donc 10-6. 10-6, voilà, 10-6. Et merci beaucoup, Pascal Coton, qui a apporté, qui a nourri, et qui a été très opérationnel. Et je vous invite à la manifestation de mardi, moi. Voilà. Mais il y a à manger ou pas parce que... Oui, souvent, oui, on arrive. Allez, vous restez avec nous, on revient dans quelques instants. Christophe, vous restez avec nous. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux, c'est dans quelques instants, puisque ça parle beaucoup, bien entendu. On fera le tour de table de l'actu des vraies voix avec nos vraies voix du jour, et on reviendra sur le coup de projecteur des vraies voix. Gérald Darmanin qui a fait l'état des lieux ce matin de ces manifestations, en tout cas de ces casseurs, avec notre question du jour. Est-ce que les casseurs sont-ils incontrôlables? Pour l'instant, c'est assez mitigé. Vous nous revenez rapidement, 0826 300 300. À tout de suite.
Bienvenue dans Les Vraies Voix. Comme chaque jour, on vous ouvre notre micro, Philippe. Ah oui. Et la porte du studio vous est ouverte. Voilà, aussi. exactement. Vous avez envie de parler de l'actu. Et l'actu du jour, elle est forcément liée à la réforme des retraites. Forcément, dans quelques minutes, on reviendra sur ces violences. Et les casseurs sont-ils incontrôlables? Pour l'instant, vous nous dites non à 55%. Est-ce que vous faites le rapprochement entre les manifestants et les casseurs? Est-ce que vous les dissociez? On a envie de vous entendre aussi là-dessus. Est-ce que vous étiez dans la manifestation, dans l'une d'entre elles? Ou alors est-ce que vous serez dans celle de mardi? 0826 300 300. On sera ravis en tout cas de vous accueillir et à suivre le tour de table de l'actu. Mais tout de suite, c'est le coup de cœur de Philippe David. Les Vraies Voix Sud Radio. Et ce coup de cœur, c'est sur la langue française et la francophonie. Philippe. Oui, Cécile, c'est un coup de cœur puisque cette semaine, elle se termine dimanche, de la langue française et de la francophonie. Un événement passé malheureusement inaperçu vu la situation politique et sociale en France. Pourtant, la langue française est essentielle car elle est un des principaux ciments de notre nation, tout comme la francophonie est essentielle au rayonnement de la France. Pourtant, nos élites n'aiment pas la langue française. Pour l'immense majorité d'entre elles, elles la jugent ringarde face à l'anglais, pardon, le globish, puisque pour elles, la France et sa langue doivent être sacrifiées au nom de l'Europe et de la mondialisation. La preuve, la France était la patrie des Lumières et elle est devenue la Start-up Nation, mais une start-up en faillite. Alors vive la langue française et la francophonie, n'en déplaise aux élites. Bien. Comme ça, vous avez foutu la merde. Raison, Philippe. Non seulement on n'aime plus la langue française, mais on la parle de plus en plus mal. Et c'est le gros problème. Je ne supporte pas ces gens qui doivent avoir une parole exemplaire, notamment parce qu'ils ont des personnalités publiques et qui ne savent plus parler correctement le français. Dramatique. Et finalement, on finit par tolérer des mots qui deviennent des usages, et alors que c'est pas vraiment français, quoi. Non, absolument. Et puis il y a aussi cette influence quand même du numérique sur notre langage. Tous les messages qu'on s'envoie par WhatsApp, par SMS, des mots qui ne sont même pas parfois en entier. Et puis on emploie aussi bien sûr beaucoup de mots en anglais. Et d'ailleurs, dans le domaine des médias, il y a aussi les chaînes info qui ne remplissent pas parfois leur rôle, qui mettent parfois des grands titres avec des titres un peu en anglais, mélange de anglais et de français, et tout ça ne sert pas vraiment effectivement au rayonnement. Et avec des fautes, c'est ça. Et avec des fautes, en plus. Effectivement, tout ça ne sert pas au rayonnement de la langue française. Péril Martin. Oui, moi je pensais, quand j'entendais et j'écoutais avec attention Philippe... Et moi non, vous n'écoutez pas avec attention. Non, parce que vous c'est la première fois en fait, hein, donc du coup, là j'observe. Bon bref, il y a un truc sur la francophonie qui est quand même intéressant, c'est... Pourtant, j'ai pas forcément une estime illimitée pour ce garçon, mais Jacques Attali, il y a quelques années, avait évoqué l'avenir de la francophonie. Et en fait, on a tous une vision un peu franco-française, mais en fait quand on regarde tout autour du monde, notamment en Afrique, il y a des populations qui parlent français, et avec l'essor de la démographie dans ces pays et dans ces continents, du coup la langue française, je crois à horizon 2075, je crois, sera parlée par un petit peu moins d'1 milliard de personnes. Mais en fait on fait rien de cette vision, de cette projective, et je trouve ça dommage. Oui, c'est sûr que c'est dommage. En tout cas, si vous aussi, vous trouvez que forcément, on devrait parler un peu plus le français, l'apprendre, et continuer à apprendre des mots, parce qu'il y a plein de mots qu'on n'utilise plus. Et puis, il y a des mots qui sortent comme ça dans la presse, ou que tout le monde reprend, comme ça a été le côté disruptif. Il y avait des mots comme ça, tout à coup, ils arrivent et ils disparaissent, et on voit apparaître d'autres mots. Et qu'on défende notre langue dans les instances internationales également. Bien sûr. Absolument. Allez, tout de suite, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Les Vraies Voix Sud Radio. Ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et Félix Mathieu is back. Des tendances. Ça, c'est du français. En top tendance, encore très marquée par la réforme des retraites et les manifestations de retraite hier. Devant la colère contre les réquisitions, les forces de l'ordre reculent à la raffinerie de Gonfreville. 150 étudiants et travailleurs font face, écrit le compte Twitter Vilain Cégétiste. Le tout assorti du hashtag, excusez-moi, je devrais dire du mot dièse peut-être, du mot dièse Darmanin démission. Darmanin démission qui se hisse dans les top tendances ce soir. Des hashtags dominants où l'on retrouve aussi Saccage Paris. Et oui, le retour de Saccage Paris avec cette fois des photos de poubelles plein les trottoirs, de poubelles parfois incendiées, des vidéos aussi qui sont partagées avec ce hashtag de retour. Un internaute anti-Hidalgo écrit en identifiant le préfet de police: « Je vous en supplie, Laurent Nunez,
Gérald Darmanin mettait cette ville sous tutelle. Parmi les hashtags aussi, en lien plus ou moins direct avec ces débats sur la réforme des retraites, il y a le hashtag Rolex, figurez-vous, qui se hisse dans les top tendances ce soir avec des internautes qui se sont rendus compte que durant son interview hier, le chef de l'État touchait machinalement son poignet, sa montre, sous le bureau, tout en s'exprimant. Sa montre qui, d'un plan à l'autre, se trouvait à son poignet avant d'en disparaître, ce qui a beaucoup amusé les internautes au point de hisser le mot Rolex en top tendance, comme un air finalement de Sarkozy, hein, le retour des débats sur les Rolex et les présidents de la République, décidément. Oui, décidément, cette marque... Et puis, on exagère là, pour la montre, encore elle 50 ans. coûte 2000 euros et on prétendait qu'elle coûtait 80 000. Là, pour que Françoise de Gois elle-même ait dit que c'était un mauvais procès à Emmanuel Macron. Ah oui, alors ça c'est le vrai marqueur, ça. Ça, c'est une preuve qu'il est d'accord avec elle. Oui. Autour de la France d'interdire TikTok à ses fonctionnaires. Eh oui, le gouvernement interdit le téléchargement et l'utilisation du réseau social chinois sur les téléphones professionnels de 2,5 millions de fonctionnaires d'État. Ces applications présentent des risques en matière de cybersécurité et de protection des données, selon les conclusions du ministère de la Fonction publique. Alors, au-delà de la cybersécurité, visiblement, le gouvernement veut aussi s'assurer que les fonctionnaires ne se servent pas de leur portable professionnel pour faire autre chose que travailler invisiblement, puisque au-delà de TikTok et des problèmes potentiels de cyberespionnage chinois, il y a aussi des applications de streaming comme Netflix ou des jeux comme Candy Crush qui sont également bannis. Visiblement, c'est pas que l'espionnage chinois qui entre en ligne de compte. En tout cas, pour ce qui est de TikTok, la Maison Blanche, la Commission européenne, les gouvernements canadiens, britanniques notamment, l'avaient déjà interdit avant la France à leurs fonctionnaires. Les États-Unis envisagent même une interdiction totale de TikTok sur leur territoire. La Chine, de son côté, assure ne jamais demander à ses entreprises comme TikTok de lui remettre les données collectées à l'étranger, puisque c'est pour ça qu'on l'interdit. C'est pas un peu Big Brother, pardon? Non, ça paraît évident. Vous, Pierre-Yves Martin, qui travaillait avec les entreprises, ça paraît évident de ne pas mettre TikTok sur son téléphone quand on est fonctionnaire, non? Enfin, en tout cas, des réseaux sociaux. Oui, enfin, ça dépend des générations et ça dépend de la sensibilité qu'on a aux applications. Il y a peut-être pour quelqu'un qui a 50 ans, c'est évident. Peut-être pour quelqu'un qui a 25-30 ans, il se rend pas forcément compte. Je pense qu'il y a un vrai sujet. Il y a un téléphone personnel pour faire ça. Oui, peut-être, mais il y a un vrai sujet on se pose pas assez la question de savoir ce que deviennent les données qu'on envoie, qui sont partagées, etc. Et on a un vrai côté bisounours, c'est-à-dire qu'on a un peu oublié de réfléchir et dans notre rapport, notamment au digital, à ce qu'on fait, c'est comme si on était dans l'instantané. Et qu'après, la donnée disparaît, alors que la donnée ne disparaît pas. Et l'exploitation, justement, de ces données, il y a une conscience très limitée par rapport à ce qui est vraiment fait, exploité, le fait avec les cookies, le fait de tracer la navigation sur Internet, etc., et de revendre après des profils aux entreprises. Voilà. Et donc du coup, je pense je sais pas, peut-être qu'on pourrait faire des cours en classe, en éducation nationale là-dessus. Eh ben, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler, bien entendu. Philippe B. Un jour, j'ai dit sur TikTok que Philippe David était remarquable. Est-ce que les Chinois le savent? Non, mais par contre, ils savent que... Il pleure. Ils savent que René Chiche est le plus grand patron de presse de l'histoire. Ah là là, c'est Ils sont un milliard. Au-delà de TikTok, il y a quand même d'autres moyens, de toute façon, d'espionner n'importe qui. Donc, il y a la serrure. Il y a la serrure. Allez, restez avec nous. On revient dans un instant pour le tour de l'actu des vraies voix. À tout de suite. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Je peux vous assurer que le temps passe extrêmement vite avec vous. On a l'impression d'avoir démarré et on est presque fini. C'est quand même dingue. Dans un instant, on va revenir sur ce qu'a dit Gérald Darmanin. Il a fait un état des lieux de ce qui s'était passé pendant cette 9e journée de mobilisation contre les retraites hier. Et on vous pose cette question. Est-ce que finalement les casseurs sont-ils incontrôlables? Est-ce que vous avez l'impression que finalement on les laisse aller, on les laisse agir? Est-ce que vous pensez que c'est compliqué à gérer pour les forces de l'ordre? Est-ce que faut les dissocier absolument des manifestants, ou ils font partie pour vous des manifestants? 0826 300 300 vous attend au standard. Et tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Regardez les actualités régionales. Tour à tour, Finot. On pourrait faire des choses. On discute jamais business à table. Je crois qu'on a vu le tour du sujet. Il me demande mon avis sur l'actualité. Je pilote. Le tour de table de l'actualité. Et c'est un tour de table qui commence par Philippe Bilger. Oui, Philippe Bilger, pour vous, l'extrême gauche tue la République selon Darmanin. Pourquoi ce pouvoir a-t-il toujours eu peur d'elle?
Tout à l'heure, ce cher René s'est auto-cité en disant qu'il avait pensé quelque chose il y a quelques jours. J'ai parlé de ce problème tout à l'heure. C'est vrai que Darmanin, on peut trouver d'ailleurs cette phrase un peu outrancière. L'extrême gauche, heureusement, ne tue pas la République. Mais on comprend bien ce qu'il veut dire. Mais si elle tue la République aujourd'hui, c'est parce que hier et avant-hier, ce pouvoir-là, je l'ai dit tout à l'heure, a toujours été très faible avec elle. Il y a un 2 poids 2 mesures permanent à l'égard de l'extrême gauche, comme si parce qu'il y avait le mot gauche dedans et le mot extrême, il fallait avoir une certaine complaisance pour un mouvement peu ou prou révolutionnaire, alors que l'extrême droite, les identitaires sont cités, mentionnés, sanctionnés, poursuivis, même quand ils n'ont rien à voir. René Chiche, indignation à géométrie variable? Non, moi je ne trouve pas. Non, sérieusement, je trouve qu'on... Par exemple, on a dissous Génération Identitaire, on n'a pas dissous les Antifa, par exemple. Non, mais les Antifa, on ne sait pas ce que c'est exactement. Contrairement il y a des groupuscules d'extrême gauche violents qui n'ont pas été dissous. Non, mais ils ne sont pas identifiés comme, par exemple, Bloc Identitaire, qui était quand même un mouvement bien organisé, bien hiérarchisé. C'est pas la même chose. Hein. C'est plus compliqué, à mon avis, de s'en prendre aux groupuscules d'extrême gauche qu'à ceux d'extrême droite. Donc je pense que c'est là qu'est un peu le problème. C'est mon opinion. Moi je pense que, en complément de ton propos, culturellement, je crois qu'on a, en France, on a juste un petit souci. C'est-à-dire que, à juste titre, on s'indigne et on lutte contre l'extrême droite, mais l'extrême gauche bénéficie d'une espèce de position, d'appréciation, et notamment quand on regarde le Parti communiste, j'adore Roussel, etc., mais quand on regarde le Parti communiste, c'est quand même un parti qui a été créé dans la continuité de Staline, enfin... Mais là, on parle d'autre chose. Hein. Ah non, on parle pas d'autre chose. On parle bien d'un... Le Parti communiste, on parle pas des... Là, on parle des extrémistes, vraiment des groupuscules extrémistes. De la même façon. Il rendait hommage à Lénine, à Staline, en disant que c'était un grand démocrate, un grand libéral, etc. Culturellement, on a quand même une relation à l'extrême gauche qui semble ne pas être saine, comme si c'était forcément très très bien, et voilà, que c'était des idées. Le Parti communiste, c'est aussi quand même un grand parti de résistants, avec de nombreux déportés, de nombreux fusillés. Non, d'accord, mais enfin, ça a quand même été un parti. C'est aussi une idéologie qui a quand même envoyé 35 millions de personnes entre les concentration. Enfin bref, fait appeler des communistes. Bon, et je pense que dans les mouvements d'extrême gauche actuels, et notamment les Black Blocs, je pense qu'il y a, sociologiquement, il y a quelque chose de très intéressant. C'est qu'on est en difficulté pour qualifier cette population, et je pense qu'ils ne viennent pas de milieux extrêmement défavorisés. Oui. Je pense qu'ils sont intellectuellement très stimulés, et que du coup, les forces de l'ordre de sécurité intérieure ont du mal à imaginer un dispositif qui permette de les suivre, de les cadrer, de les maîtriser. Et je pense que c'est un peu l'ancienne école versus nouvelle école en termes de manifestation. On va en parler dans notre prochain débat, bien entendu. René Chiche, l'annulation de la venue de Charles III, vous approuvez, vous désapprouvez? Alors, absolument, votre Majesté Cécile. C'est donc moi, le roi René, qui veut donner mon opinion en tenant compte du timing, bien sûr, grand professionnel de l'audiovisuel que je suis. Il faut avoir des cheveux pour que la couronne tienne, je vous le dis. Voilà, oui. Très sympa aujourd'hui, hein, très sympa. Merci. Non, parce que moi, je vais vous dire franchement, cette annulation est pour moi un aveu de faiblesse de la part du pouvoir exécutif. Je ne vois pas pourquoi on annule. C'est mon opinion, encore une fois. On annule une visite d'État qui est prévue de longue date. Je ne vois pas, moi, le rapport entre les mouvements sociaux et la première visite du futur roi Charles III en France. Effectivement, on n'allait pas promener dans un carrosse, comme j'ai entendu certains, le roi Charles un peu dans les rues de Paris. Le roi Charles était prévu de venir à Paris. Et d'ailleurs, c'est très mauvais au niveau international, puisqu'il finalement il va faire sa première visite à Berlin. Je ne vois pas pourquoi Macron, et d'ailleurs, de nombreux leaders maintenant de la gauche mélenchoniste ou socialiste, se gaussent de cette annulation. Ils sont ravis. Ils n'arrêtent pas de dire, vous voyez, c'est un aveu de faiblesse de Macron. C'est un premier acte de... Oui, non, mais quand certains disaient que c'était assez scandaleux de recevoir
donc il y a quand même 2 poids 2 mesures aussi. Non, mais je ne vois pas pourquoi on annule cette visite. Et même, je vais aller plus loin, quitte à faire la provocation, je ne vois pas en quoi le fameux dîner de Versailles était tellement une provocation aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a des mouvements sociaux. Alors imaginons que dans 3 mois, il y a encore des mouvements sociaux et qu'éventuellement le roi Charles III devait venir ou un autre monarque. On va encore annuler la visite. Oui, ça n'arrête plus. Moi, je crois qu'il faut faire une différence entre les relations internationales, surtout qu'on veut maintenant un petit peu renforcer les liens entre la France et la Grande-Bretagne, et ce qui se passe au niveau interne, au niveau intérieur français. Je pense que l'exécutif français, pour l'exécutif français, il y avait un vrai risque en termes d'image et de communication d'accepter et de valider cette visite d'État. Ça n'aurait mis que de la poudre supplémentaire, et on n'a vraiment pas besoin de ça. Votre lucidité légendaire est prise en défaut là, René, parce que il est évident, il n'était pas concevable de faire venir le roi Charles III dans cette ambiance, et surtout que vous ne compreniez pas le hiatus qui aurait sévi entre le caractère obligatoirement somptuaire et la vie à l'heure actuelle. Là, c'est un avis que vous partagez, mais vous êtes 2. Voilà. Pierre-Yves Martin, sommes-nous devenus aveugles pour ne plus voir notre société aujourd'hui ? Oui. J'ai peur que l'on soit devenu effectivement aveugle. D'abord, par rapport aux dirigeants politiques, à l'exécutif, à l'État français. Je crains que les dirigeants, quels qu'ils soient, n'aient plus cette capacité de voir ce qui se passe. Et n'aient pas non plus cette capacité à dessiner l'avenir, à dessiner une vision. Et de ce fait, le dirigeant, l'exécutif, le gouvernement... avance dans l'obscurité, ou alors avec une pleine lumière, mais n'est plus capable de voir quoi que ce soit. Je pense que nous, citoyens, nous les êtres humains, les femmes et les hommes de cette société, de cette belle société française, parce que je trouve que c'est quand même une belle société française, je trouve qu'on est devenu aveugle. On est devenu aveugle parce qu'on ne voit plus rien. On n'est plus capable de discerner quoi que ce soit. On n'est plus capable de discerner ce que c'est vraiment la pénibilité. Et à ce jour, maintenant, on considère que tout travail est pénible. On n'est plus capable d'imaginer un échange serein, respectueux, avec des gens qui ne sont pas d'accord. On n'est plus capable de s'aimer, de se parler. On est dans la violence verbale, dans la violence physique en permanence. Et donc, du coup, on n'est plus capable de voir l'essentiel. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Et puis, enfin, il y a un vrai sujet, c'est que par rapport à cette réforme des retraites, je me suis dit... Le sujet, c'est pas l'âge légal. Le sujet, c'est peut-être de poser la question de quelle société on veut. Est-ce qu'on veut une société qui soit définitivement basée sur le partage, la solidarité, ou est-ce qu'on veut une société différente avec une autre vision ? Voilà. Mais je pense que ça aurait été intéressant de poser cette question. Et les politiques, les médias se doivent de prendre ces sujets pour les partager et pour que l'opinion publique puisse avancer dans sa réflexion. Avec beaucoup de finesse, Pierre-Yves, vous avez développé votre pensée. En ce qui me concerne, je la résumerai vulgairement. Il est clair que tout fout le camp. Ouais. Un mot, René, 10 secondes. No comment. Oh bah ça, au moins une seconde. Et en anglais, après, la langue française. Quand vous parlez, c'est extrêmement douloureux. Il se passe un truc. Allez, vous restez avec nous. Les Vraies Voix, on reste ensemble jusqu'à 19h avec des rires. Mon Dieu, des rires. C'est votre rire, ça, ou vous faites exprès ? Si, c'est son rire. Heureusement que Sébastien Ménard est deux d'un coup. Ne changez rien. Restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur cet état des lieux de Gérald Darmanin avec notre question. Est-ce que les casseurs sont incontrôlables ? Pour l'instant, vous dites non à plus de 50%. En tout cas, on a envie de vous entendre. Les casseurs, les manifestants, même combat, ou ce sont vraiment, faut les dissocier ? Est-ce que vous pensez qu'on peut peut-être de façon préventive les mettre de côté ? Est-ce qu'il faut le faire, pas le faire ? Voilà, 0826 300 301 tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver. On se parle, on se raconte un peu nos trucs perso. Et on s'aime. Et on s'aime. On s'embrasse. On sait ça. Non, on ne s'embrasse pas. Si on s'embrasse. Bien tenté, bien tenté. Et plus si affinité. Ah oui, en tout cas, avec ce que vous venez de manger, c'est pas sûr que je vous embrasse tout de suite. Et il y en a un qui mange de la hure. Qui parle la bouche pleine. Philippe Bilger est avec nous, Pierre-Yves Martin est avec nous, et bien entendu, René Chiche est avec nous. On vous souhaite la bienvenue. Tout de suite, le coup de projecteur des Vraies Voix.
Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait un état des lieux ce matin avec 457 interpellations, 441 personnes, en tout cas chez les forces de l'ordre, les policiers et les gendarmes blessés lors de la 9e journée de mobilisation contre les réformes des retraites. 900 feux de mobilier urbain ou de poubelles ont également été déclenchés à Paris. Les casseurs seraient-ils responsables? Est-ce que les casseurs sont-ils surtout incontrôlables, Philippe? Oui, et selon le ministre de l'Intérieur, ils étaient à peu près 1500 dans le cortège parisien à avoir attaqué les forces de l'ordre au cocktail Molotov, au pavé, aux barres de fer et à crier des slogans anti-police. Alors est-ce que pour vous, les casseurs sont incontrôlables? Ça s'était très bien passé pour les 8 premières manifestations. Ça s'est nettement moins bien passé hier. Vous étiez dans les manifestations, vous avez vu des choses? Venez nous le dire au 0826 300 300. Alors pour l'instant, vous dites non à 54%, mais Isabelle nous dit c'est Macron qui est incontrôlable. Nuance. Soroulou nous dit les flics casseurs, des black blocs juste pour attiser, il faudrait dénoncer en masse. On nous dit aussi ça suffit, peut-être que monsieur Darmanin leur donne l'ordre de se calmer un petit peu. Non, enfin voilà, Emmanuel Macron, on laisse faire, voilà ce que vous dites en tout cas sur les réseaux sociaux. Et on va en parler avec Benoît Barret qui est avec nous. Bonjour. Bonsoir. Merci, vous avez raison. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national province du syndicat Alliance Police Nationale. On va faire un tour de table des vraies voix. Philippe Bilger, est-ce que pour vous, on pourrait les arrêter, les casseurs? Je suis frappé de voir que un refrain revient que j'ai déjà trop entendu au moment des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on continue à mettre sur le même plan l'action de la police et l'action de ceux qui l'agressent. Premier point. Et deuxième point, je rappelle que la police a le monopole de la force légitime et que, en revanche, ceux qui l'agressent commettent des violences illégitimes qui, évidemment, sont condamnables. Deuxième élément, il me semble que le trajet d'hier était peut-être plus dangereux que les précédents. Troisième élément, et là j'espère avoir tort, que le pouvoir ne cherche pas à jouer la politique du pire pour que l'opinion se retourne d'une certaine manière et viennent au soutien du gouvernement qui manifesterait son désir d'ordre, alors que de l'autre côté, on n'aurait qu'une aspiration à la violence. Oui, alors, il faut savoir ce qu'on entend par black bloc, parce que hier, par exemple, il n'y avait pas que des black blocs. Il y avait des black blocs, des casseurs, etc. Pour ça qu'on dit casseurs. D'accord, des casseurs qui ne sont pas masqués. Et alors, je crois que quand même la difficulté pour les forces de police, qui font, je trouve, un travail remarquable, c'est évidemment la mobilité de ces gens. Ils sont souvent 4, 5, 6. Très agile. Ils ont même des stratégies incroyables. Et en plus, parfois, pour certains policiers, certains sont extrêmement équipés au niveau des policiers. Donc, c'est pas évident pour eux de poursuivre ces jeunes, parce que les jeunes, eux, n'ont juste qu'un sac à dos, en tennis, etc. Alors que les policiers sont extrêmement équipés. Je ne parle pas de ceux qui sont en moto, là, ils sont un peu moins équipés. Mais enfin, donc, pour les forces de police, alors, est-ce que on peut, parce que c'est un peu la question, est-ce qu'on peut empêcher ces casseurs, ces black blocs? Écoutez, pas vraiment. On peut éventuellement essayer de limiter la casse, mais je crois que parfois, on est confronté à ce genre de petits groupes. Moi, je pense qu'on peut les contrôler, mais il faut simplement définir une stratégie de sécurisation, de gestion du dispositif de sécurité et de protection. Je vois pas pourquoi on serait pas capable de trouver l'astuce pour les maîtriser. J'avais un espoir immense quand le préfet Nunez est arrivé, parce que j'ai une sympathie très limitée avec le prédécesseur. Et en fait, je m'attendais là, pendant ces manifestations, je m'attendais à un nouveau type de dispositif que j'ai pas forcément vu. Je suis pas expert, mais voilà. Et puis le deuxième élément, c'est que quand je vois ces forces de l'ordre se faire envoyer des merdes dans la gueule, pardonnez-moi de parler ainsi, je ne peux que penser à leur état de fatigue, à leur mental, à leur famille, à leur foyer, à leur couple. Et je me dis, mais dans quel bins on les envoie, ces femmes et ces hommes, et
Je trouve ça, voilà. Après, faut pas s'étonner. Si dérapage il peut y avoir, faut pas s'étonner quand quelqu'un bosse 15 heures par jour et est l'objet de poursuites, de stress, etc. à ce niveau-là. Faut pas s'étonner que par moment, il puisse y avoir des petits dérapages, voilà. Du côté de la police. Benoît Barret, aujourd'hui beaucoup de personnes s'étonnent de se dire est-ce que de façon préventive on peut empêcher certaines personnes ou en tout cas certains casseurs qui sont identifiés ou Black Bloc d'aller dans les manifestations. Ça c'est la grande question que l'on pose. Alors c'est extrêmement compliqué, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites à votre antenne, des choses extrêmement importantes. La première chose ce que je veux dire, et je veux réaffirmer à votre antenne, c'est qu'en effet il ne faut pas confondre violence et emploi de la force légitime. Ça je veux vraiment le rappeler, parce que maintenant depuis plusieurs jours, on entend une nouvelle fois des personnes, des attiseurs de haine, je les appelle comme ça, parler de violence policière, et je m'insurge contre ces mots. Vous parlez de Paris, malheureusement hier il n'y a pas eu que Paris. Toute la France était enflammée. Je pense à des petites villes, je pense à Lorient, où un commissariat était assiégé, brûlé. Alors, pour répondre à votre question, il y a deux sujets. La première, c'est effectivement le profil des personnes qui sont dans ces manifestations. Alors, vous savez, vous avez entendu beaucoup de personnes qui disaient qu'il y avait des gardes à vue préventives ou autre chose, des personnes qui ne connaissent pas d'ailleurs le droit, puisque je vous rappelle que toute personne qui est placée en garde à vue, c'est suite à une infraction, et la garde à vue, le temps de la garde à vue, 24 heures ou 48 heures, c'est justement pour dire ou non si l'infraction a été constituée. Voilà, très clairement. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a deux sujets. Le premier sujet, pour vraiment être capable d'enrayer cela, c'est être capable d'interpeller ces personnes en flagrant délit. Parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui que les personnes qui sont masquées, casquées, extrêmement mobiles, il y aurait tellement de choses à dire, alors certainement le temps de développer à votre antenne. Effectivement, la priorité, c'est l'interpellation. Mais une fois qu'on a dit ça... Et très organisés, c'est important de le dire aussi, ils sont très organisés. Alors, en plus qu'ils sont très organisés, parce que vous avez parlé de la psychologie de ces gens-là, effectivement, je crois qu'ils réfléchissent beaucoup. Par contre, ils sont extrêmement déterminés, extrêmement violents, parce qu'il y a dans les manifestants, vous vous rendez bien compte que ceux qui cassent, qui pillent, ce ne sont pas les personnes qui manifestent. Le droit à manifestation est un droit constitutionnel qui est indispensable dans un pays démocratique. Sauf que les personnes aujourd'hui, puisque maintenant ce conflit social continue, perdure, effectivement, là, vous avez une nouvelle typologie de délinquants qui sont dedans. Alors ceux-là sont extrêmement mobiles, vous l'avez dit, extrêmement déterminés, puisque à l'antenne, je ne peux pas vous faire voir les projectiles que les collègues reçoivent, mais ce sont des clous, ce sont des pavés, ce sont des armes avec destination qui peuvent tuer. On a vu des casques de collègues totalement détruits, cassés. Imaginez ce que ça fait sur un policier qui est effectivement fatigué. Alors ces gens-là, je reviens sur ce qu'il faut faire, c'est l'interpellation. Mais une fois qu'on interpelle, c'est la première chose. Ensuite, il faut des condamnations. Il faut que la justice aille très vite. Le garde des Sceaux a, hier ou avant-hier, pris une circulaire à destination de tous les procureurs de France pour que d'une part, les réquisitions soient fermes et que d'autre part, la justice aille vite. Cette justice devrait être celle du quotidien. Parce qu'au final, on se rend bien compte que les personnes qu'on interpelle, ce ne sont pas des anges, ce ne sont pas des gens qui ont fait ça pour la première fois. Et pourquoi ils ont toujours des rappels à la loi? C'est ça finalement Alors, il y a des rappels à la loi. Alors ça, je crois que ça va être fini parce qu'aujourd'hui, je crois que la justice a enfin compris que les rappels à la loi qui n'existent plus vraiment ne servent à rien. Ce sont des condamnations qu'il faut, des condamnations qu'ils soient fermes. Mais quand vous voyez aujourd'hui une frange de la politique, je vois hier dans un commissariat en province un député LFI qui est capable d'aller dans un commissariat où des personnes ont été interpellées pour demander leur libération. Mais on va où? Comment des responsables politiques sont capables de faire du tout et n'importe quoi et attiser la haine? Aujourd'hui, oui, il faut des interpellations et faire fi de la loi surtout, c'est ça qui est dramatique. On va partir au 0826 300 300 puisque le sujet fait beaucoup réagir notre vraie voix du jour. Rebonsoir Christophe de Lyon. Bonsoir. Pour vous, ils sont contrôlables les Black Blocs parce que et les casseurs, ça s'était très bien passé pour les 8 premières manifestations. Oui, pour moi, ils sont contrôlables puisque, d'une part, les services de renseignement savent à peu près combien il va y en avoir pour chaque manifestation. S'il va y en avoir, c'est bien que ces gens sont surveillés. Si on nous dit qu'ils sont organisés, c'est qu'on doit pouvoir les pister. Ça doit pas être trop compliqué. Donc, je pense surtout que, d'une certaine manière, ils arrangent le gouvernement parce que ça permet aussi de disqualifier les gens qui défilent tranquillement et qui manifestent véritablement avec sincérité. Donc ça, c'est un vrai sujet quand même.
Alors, vrai sujet. Benoît Barret, je vous ai vu dodeliner. Oui. Mais c'est vrai que beaucoup de gens se posent la question, y compris sur des chaînes mainstream, de dire comment se fait-il que les 8 premières manifestations se soient très bien passées, et là maintenant que la loi est passée par le 49.3, que les gens sont furieux, ça part, comme on dit à Toulouse, en sucette. Mais pourquoi? Parce que plus un conflit, j'appelais ça un conflit, en fait, plus le conflit social est long, plus les manifestations arrivent, bah, effectivement, il y a plus de violence. Et puis, je vous le dis, quand je parle d'attiseurs de haine, on se rend bien compte que derrière ces personnes qui s'en prennent aux forces de l'ordre, aux biens, bien, ils sont quelque part un petit peu poussés à faire cela. En tout cas, ils sont, par certaines déclarations, effectivement, on a l'impression que ces gens profitent d'un conflit social pour faire leur propre loi, tenter de faire imposer et renverser la démocratie, en tout cas les institutions. On se rend bien compte que les personnes qui sont là s'en prennent évidemment à des institutions, à des commissariats, ils s'en prennent à des tribunaux, à des mairies, à des sous-préfectures. Ce sont bien les valeurs même, les symboles de la République qui sont pris. Alors évidemment, il y a des biens dégradés. Alors pour en revenir, non, je ne crois pas que ça arrange le gouvernement. En aucune façon, moi je suis là, je parle en tout cas pour les policiers. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que je crois que personne n'a intérêt à ce que ce type de mouvement, ce type de fait perdure, parce que c'est extrêmement dangereux. Et j'en pense dans un premier temps, évidemment, les institutions, mais je pense aussi surtout à mes collègues. Vous avez des collègues blessés, 600, 700 collègues blessés, c'est de pire en pire. Je crois qu'aujourd'hui, on parle du renseignement. Bien sûr que les collègues du renseignement territoriaux sont capables d'expliquer les craintes qu'on peut avoir, sauf que c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Le problème, c'est que c'est des personnes extrêmement mobiles. Vous ne pouvez pas contrôler tout le monde en préventif. Ce n'est pas possible, malheureusement. Ce qu'il faut effectivement faire en place et l'accepter aujourd'hui, c'est effectivement ces équipes mobiles. Je parle des collègues de la Brève, en tout cas, sur Paris. Les collègues mobiles des BAC ou autres en province sont capables d'aller au contact et interpeller. Attention, quand je dis ça également, il faut aussi bien prendre en considération que plus le conflit va durer, en tout cas, plus, et c'est un de vos invités qui disait qu'il peut y avoir des risques. Ben oui, parce que demain, ce qui va se passer, c'est que si l'aventure, comme pendant les Gilets jaunes, autant les plus forts, où il y avait du tout et n'importe quoi, et des collègues étaient blessés, effectivement, lorsque les collègues emploient la force légitime, ben oui, il pourra y avoir des blessés. Malheureusement, on ne veut pas que ça aille à ça, mais vous verrez. Et je le dis à votre antenne, vous verrez, le premier qui sera blessé en face, qui aura refusé de quitter les lieux après une sommation, vous verrez qu'une nouvelle fois, et je le crains, ce sera une nouvelle fois les policiers qui seront cloués au pilori. Aujourd'hui, le pouvoir public, le pouvoir en place doit être capable aussi d'apporter, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, le soutien à la police nationale, parce qu'effectivement, les policiers, à terme, vont être fatigués. Vous savez, bien souvent, ce sont les mêmes policiers qui travaillent de la même façon à quasiment chaque événement. Les collègues ne s'arrêtent pas simplement au niveau du maintien de l'ordre. Benoît, juste on voulait faire réagir à nos auditeurs qui attendent au standard 0826 300 300. Manu, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe des Vraies Voix. Bienvenue, vous nous appelez de Gironde de Lacanau. C'est ça, tout à fait. Et vous avez manifesté et vous vouliez témoigner. Oui, j'ai manifesté, ça s'est très bien passé. Bizarrement, sur les coups des 16 heures, quand les syndicats ont plié les caravanes, ça laissait place à des jeunes qui sont venus casser et puis en découdre avec les forces de l'ordre. Alors moi, c'est là où je voudrais en venir, parce que votre invité précédent parle de démocratie. Moi, je vois que quand Macron joue avec le Parlement, avec le 49.3, bien, on n'est pas en démocratie, puisqu'on n'écoute pas le peuple est pas content du tout, il le fait savoir. Alors après, qu'il y ait un jeu, je sais pas, avec les casseurs, les syndicats d'un côté, pour légitimiser aussi les forces de l'ordre, parce que quand on voit la Brave M, comment elle tabasse les manifestants et ainsi de suite, je crois que des fous, il y en a des deux côtés, quoi. Et ça, le peuple, il n'en veut pas de ça. Mais j'ai la sensation... Manu, un cas isolé ne doit pas irriguer toute une unité. Mais comme les casseurs, comme les manifestants, ce sont des cas isolés. Les
casseurs, ce sont des cas isolés. Les manifestations sont très bien passées. Et j'ai la sensation, c'est qu'on voudrait se faire monter en puissance un peu ce brouhaha, ce problème, qu'on essaye de créer le chaos pour justement légitimiser cette violence, pour réprimer davantage et faire passer peut-être d'autres lois de sécurité ou je ne sais quoi. Restez avec nous, Manu, je vais faire réagir Philippe Bilger qui voulait vous... En fait, très rapidement, Manu me semble tomber, je le dis avec respect, dans ce parallélisme très dangereux entre les forces de l'ordre qui sont attaquées par des gens qui ne les supportent pas et les forces de l'ordre qui résistent comme elles peuvent avec le monopole de la force légitime. La pire des perversions démocratiques, c'est de mettre les deux choses sur le même plan. Merci beaucoup Manu. Le mot de la fin, si vous voulez, Benoît Barré. Non, déjà, écoutez, merci Philippe de votre intervention, elle est totalement juste. Elle est vraiment... C'est vraiment ce qu'on ressent. Moi, la première chose que je veux dire, c'est j'apporte tout mon soutien aux policiers, à ces femmes, aux gendarmes, à tous ces gens, les forces de l'ordre, sans qui la démocratie pourrait tomber. C'est la première chose. Et puis, je sais que mon appel ne sera pas entendu par ceux qui pillent et qui cassent, parce que je connais leur motivation. Mais je crois que la démocratie, et en tout cas l'image de notre pays, mérite autre chose. Et je pense à toutes ces personnes qui, lors des manifestations, ne peuvent pas non plus vivre normalement. Pendant les Gilets jaunes, je me rappelle que souvent des personnes ne voulaient plus sortir. Je pense aussi aux commerçants qui sont aussi apeurés dans leur commerce. Mais vraiment, le mot de la fin, ce sera pour mes collègues. Je pense à tous mes collègues blessés, plus de 700 collègues blessés. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et vraiment, je veux simplement vous dire qu'aujourd'hui, être policier, être gendarme, être policier municipal face à la haine, c'est extrêmement compliqué. Et surtout, le dernier mot, je veux simplement dire à tous les attiseurs de haine, à toutes ces personnes derrière les réseaux sociaux qui, sous le couvert d'une écharpe tricolore, vont continuer à attiser tout ça, je crois que ces personnes-là doivent s'arrêter très rapidement parce que je crains pour la suite et je pense encore à tous mes collègues. Je vous dis, ce sera vraiment le mot de la fin parce que c'est vraiment compliqué. Merci beaucoup à Benoît Barré d'avoir été avec nous, secrétaire national province du syndicat Alliance Police Nationale. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, on reste ensemble jusqu'à 19h. Dans un instant, vos réactions au 0826 300 300. À tout de suite. Et vous avez envie de réagir au 0826 300 300, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Philippe Bilger est avec nous, avec Pierre-Yves Martin qui est avec nous, consultant auprès d'entreprises, et puis notre patron de presse René Chiche. Et vos appels 0826 très grand consultant. 300, très grand. Ça c'est immense, pour qu'on dise immense. grand patron de presse. Très grand patron, immense patron de presse. Non, mais c'est vrai, je suis franc. Oh, ils sont mignons tous les deux. Et Julien, Philippe, il est dans votre ombre, il a progressé. S'il vous plaît. Julien qui est avec nous et qui nous appelle de l'Essonne. Bonsoir Julien, merci d'être avec nous. Oui, merci, bonsoir à tous. Non, moi je voulais réagir, c'est surtout pour... je trouve qu'on critique beaucoup les casseurs, on dit ouais les casseurs c'est pas bien, mais on oublie faire une chose aussi, c'est aussi d'essayer de comprendre pourquoi les gens en arrivent à tel niveau d'exaspération. Moi je les comprends parce que moi je me suis permis de réécouter le discours de l'abbé Pierre de 1954 qui parle de la violence et je pense que vous devriez tous reprendre du bon ton de réécouter ce que disait déjà l'abbé Pierre dans les années 50. Malheureusement aujourd'hui ça se voit gros comme les yeux, quoi. Voilà. C'était la première réaction que j'avais à dire. Et oui, j'aimerais participer au manif, mais malheureusement, je ne peux pas y être parce que j'ai une famille à gérer et que c'est un peu plus difficile que ça maintenant. Et vous, aujourd'hui, vous pensez que les casseurs ont un lien avec les manifestants, sincèrement? Non, je pense que les liens, les casseurs, comme toujours, moi j'ai fait partie des Gilets jaunes, donc je sais très bien comment ça se passe. Les casseurs arrangent très largement le gouvernement. Ça permet de décriminaliser n'importe quel mouvement. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un rapport de force permanent et que s'il n'y a pas une démonstration de la force, on n'arrive à rien. Regardez comment les mouvements musulmans intégristes sont ventristes. Ils égorgent une personne. Après, tous les professeurs de France ont peur de parler de la religion dans les écoles, ont peur de faire de l'éducation sur le civisme, parler de la Shoah. Voilà comment ça se passe aujourd'hui, malheureusement. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de choix. Si on veut obtenir quelque chose, il faut le faire par la violence. Il n'y a plus d'autre solution aujourd'hui, malheureusement. Et la réponse du gouvernement, il passe en force son 49.3, il passe en plein de toute démocratie, donc en bâtissant toute forme de démocratie aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'il fait pour répondre à ça quand on n'est pas content? Il envoie des gaz lacrymogènes, il envoie les CRS, il a racheté 90 000 euros. Il a acheté 90 tonnes de démocratie à prix de super cher tout beau tout neuf pour équiper juste après les Gilets jaunes en prévision, sachant très bien qu'il allait faire un coup de crasse comme ça.
Moi, quand j'ai vu les achats de Glyph 4, quand j'ai vu les achats de tout l'équipement d'arsenal répressif contre les manifestants, j'ai bien vu que le problème de la police, c'est pas de mater les trafics de drogue. Hein. Non. C'est de mater la fronde populaire. Voilà, c'est tout. Julien, c'est peut-être un petit peu exagéré Julien, quand même. À mon avis, si je peux me permettre, vous faites un constat qui parfois peut être juste, que la violence paye. Ce qui me distingue de vous, c'est que je n'approuve absolument pas cette méthode. Je ne la trouve pas tant que je ne suis pas en position de force. C'est une position qui est approuvée que par celui qui est en position de force. Regardez, personne n'emmerde les États-Unis. On attaque Poutine au tribunal international de Benal, mais qui est le plus gros criminel de guerre au monde? C'est les États-Unis. Qui a utilisé la bombe atomique sur Terre? C'est les États-Unis. Julien, c'est un autre sujet. Je pense qu'il faut être un tout petit peu plus modéré. Merci en tout cas de votre témoignage, Julien, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Pierre-Yves Martin, merci beaucoup René Chiche, merci beaucoup Philippe David pour cette semaine, et merci aux équipes. Surtout de Sud Radio, Aurore, Aude, Justine et Benoît, de nous supporter comme ça toutes les semaines. Surtout vous, Philippe David, parce que moi je suis un ange. Ah bon? Où sont vos ailes? Dans un instant, on va parler football. Vous savez que c'est le premier match des Bleus depuis la finale perdue contre l'Argentine. Et un match essentiel, puisque c'est le premier match de qualification pour l'Euro 2024 qui se jouera en Allemagne contre les Pays-Bas. Et on va décrypter ce match avec Chérif Guémour, journaliste à SoFoot. Et on se retrouve lundi à 17h tous les deux. Passez un excellent week-end, on pense bien à vous, faites bien attention à vous, salut, à lundi.